le bloc de compétences constitutionnellement réservé aux juges administratifs. C'est une question essentielle, cette question du bloc de compétences constitutionnellement réservé aux juges administratifs, car souvenez-vous, lorsque vous aurez votre cas pratique en contentieux administratif, la méthode de traitement, puisque ce sont des questions identifiées, sera à peu près toujours la même. C'est la règle dite du DINIF, sauf recours particulier RPC ou référé. Donc dans le REP, vous aurez celle du DINIF, désistement, incompétence de la juridiction administrative, non-lieu, irrecevabilité et fond. Dans l'examen de l'incompétence de la juridiction administrative saisie, vous avez ici plusieurs aspects à analyser. Et tout d'abord, l'incompétence de l'ordre administratif. Est-ce que l'affaire relève effectivement du juge administratif ou est-ce qu'elle ne relèverait pas plutôt de la compétence du juge judiciaire? Ici, dans l'examen de la compétence de la juridiction administrative, de l'ordre administratif, il faut savoir que le Conseil constitutionnel, dans sa décision Conseil de la concurrence, a défini un noyau de compétences constitutionnellement réservé au profit du juge administratif. Ce noyau de compétences, il s'affiche sur votre écran et j'y suis très attaché. Je pense qu'il est important de bien le lire et vous voyez les mots qui figurent en gras. À l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique par, on va faire rapide, une autorité exécutive. On voit ici que la Constitution garantit ainsi un socle de compétences qui ne peut être jugé que par le juge administratif. Ce qui signifie quoi? N'oubliez pas que l'épreuve au CRFPA est une épreuve de cas pratique, de consultation, et si on se réfère au contentieux de l'année dernière, on voit qu'il y a des questions qui sont clairement identifiées. L'année dernière, 4 questions. L'une des questions classiques que l'on peut imaginer, c'est celle de savoir est-ce que ce contentieux relève de la compétence du JA ou est-ce que ça relève de la compétence du JJ? Pour identifier si cela relève de la compétence du JA, le critère par lequel je vous invite toujours à commencer, c'est celui de savoir est-ce qu'on ne serait pas dans le bloc de compétences constitutionnellement réservé. Quels sont les contours de son bloc? On se rend compte que la terminologie employée, c'est l'annulation ou la réformation. On dit parfois la réforme, moi je préfère à titre personnel la réformation, des décisions qui ont été prises par une autorité exécutive agissant dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. Cela va relever constitutionnellement du juge administratif en dernier ressort. Regardons ceci avec un exemple simple, puis ensuite regardons comment on peut le déployer. Imaginons un arrêté qui a été pris par le préfet. Un arrêté qui est une mesure de police administrative, on va interdire la circulation sur une voie pour assurer la sécurité. Cet arrêté a été pris par le préfet. Préfet, autorité exécutive, qui agit ici dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. Il prend cet acte et il s'impose à vous indépendamment de votre consentement. Et vous allez chercher à obtenir l'annulation de cet acte. La Constitution vous dit que, en dernier ressort, il est sûr que ce contentieux ne peut relever que de la compétence du juge administratif. Vous prenez donc 3 critères, le critère organique, qui a pris l'acte, une autorité exécutive, un critère matériel, la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, vous identifiez les conclusions du requérant, annulation ou réformation, et vous en déduisez que, en dernier ressort, on est sûr que ce contentieux devra relever de la compétence du JA. Ce qui signifie bien sûr qu'il sera possible que ce contentieux n'aille pas en premier ressort devant le JA, mais en dernier ressort, on est sûr qu'il aille devant le JA. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Vous le voyez, vous auriez sans doute raisonné ici dans votre cas pratique de la manière suivante. Préfet qui prend une mesure de police administrative, ça relève du JA. C'est très bien. C'est même plus précis que ce que l'on propose. Mais en réalité, on peut aussi se fonder sur la compétence constitutionnellement réservée.
Ce qui vous permet de déduire que ce contentieux relèvera de toute façon, d'une façon ou d'une autre, de la compétence du GIA. Faites attention sur la terminologie qui est employée ici. Vous voyez que la terminologie employée, c'est annulation ou réformation. Annulation, on a supprimé, on va chercher à supprimer rétroactivement. Réformation, on cherche à obtenir une modification. Vous voyez que le contentieux de l'indemnisation n'est pas dans le bloc de compétences constitutionnellement réservées. Deuxième chose, on voit que l'expression employée, c'est prérogative de puissance publique. Prérogative de puissance publique, sans prétendre à l'exhaustivité, je dirais que si vous voyez de l'action unilatérale, comme ici, l'acte s'impose à son destinataire, indépendamment du consentement. Si vous voyez le privilège du préalable, si vous voyez la possibilité de recourir à l'exécution forcée, on est à peu près sûr qu'on est ici face à l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Donc ce contentieux relèvera de la compétence du juge administratif. Je crois que c'est une idée qui est assez simple pour vous, c'est que le bloc de compétences, dans l'examen de la compétence de la juridiction administrative, doit être votre socle. Est-ce que la Constitution ne me dit pas que l'on va relever de la compétence du juge administratif? Qu'on s'entende bien, une fois que vous avez examiné ceci, il est parfois nécessaire d'examiner la loi et ou la jurisprudence pour affiner ou déroger à ce bloc. Car nous allons le voir tout de suite, il y a des limites à ce bloc. Les limites à ce bloc sont au nombre de 2. Première limite, qui est mentionnée d'ailleurs dans la décision Conseil de la concurrence, si vous la reprenez et je la réaffiche ici, première limite, ce sont les matières réservées par nature à l'autorité judiciaire. Si vous regardez ce 15e considérant, parmi les premiers mots qui sont en gras, c'est écrit « à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire ». On voit quoi donc? Dès lors qu'on est dans certaines matières, le contentieux doit relever du JJ, alors même que le requérant aurait cherché à obtenir l'annulation ou la réformation d'une décision prise par une autorité exécutive agissant dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. Quelles sont ces 3 matières qui sont réservées par nature à l'autorité judiciaire? L'état des personnes, c'est lié à l'article 311-5 du Code civil. La propriété privée, c'est lié à plusieurs décisions du Conseil constitutionnel de 1989. C'est lié à la liberté individuelle. La liberté individuelle ayant été précisée dans ses contours par une décision du Conseil constitutionnel de 2015, Cédric D. Il s'agit des privations de liberté individuelle, et non pas de simples atteintes à la liberté individuelle. Je suis très concret. Cela signifie tu es arrêté et privé de ta liberté d'aller et venir pendant une période de plus de 12 heures. Alors pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce que, en fait, le Conseil constitutionnel, dans la décision Cédric D de 2015, nous avait dit, était saisi des assignations à résidence avec notamment ce qu'on appelle le régime de l'astreinte à domicile. Le régime de l'astreinte à domicile, c'est quoi? C'est un régime dans lequel tu es obligé de rester chez toi. Dans ce système-là, qu'est-ce qui va se passer? On aurait pu se dire, si tu es obligé de rester chez toi, il y a une atteinte à ta liberté d'aller et venir. Donc tu dois relever de la compétence du juge judiciaire. Le Conseil constitutionnel s'est mis à distinguer l'atteinte de la privation. L'atteinte à la liberté individuelle relevant du JA, éventuellement, si c'est pris dans le cadre d'une mesure de police administrative, par exemple. La privation de liberté individuelle relevant du JJ. L'assignation à domicile étant inférieure à 12 heures, on a considéré que cette mesure de police administrative continuait de relever de la compétence du JA. Je reviens sur cet exemple pour bien fonder les choses. Qu'est-ce qu'on a vu dans le principe? Le principe, c'est que si j'ai un acte pris par une autorité exécutive, le préfet, le ministre, pris dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, tu es obligé de rester chez toi, et que tu cherches à en obtenir l'annulation. On sait qu'en principe, ce contentieux devrait relever de la compétence du juge administratif. Cette mesure, on pourrait se dire, elle porte atteinte à ta liberté individuelle. Donc ça relève du juge judiciaire. Le Conseil constitutionnel nous dit,
il y a certes une atteinte à la liberté individuelle, mais il n'y a pas de privation de liberté individuelle. Puisqu'il n'y a pas de privation de liberté individuelle, on reste dans le champ de compétence du JIA. Vous voyez donc que le système est assez simple. Si on a les trois premiers critères, contentieux de l'annulation de la réformation, les décisions prises par une autorité exécutive agissant dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, ça doit aller devant le JIA. Si en revanche on est dans une des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, on va aller devant le JJ. Attention, ce que j'ai essayé d'expliquer au travers de la notion de liberté individuelle, bien sûr, les matières réservées aux juges judiciaires font l'objet d'une interprétation, parfois rigoureuse. Ainsi, par exemple, le Conseil constitutionnel considère que le juge judiciaire n'est compétent que pour connaître des privations de liberté individuelle et non pas des atteintes à la liberté individuelle. De la même façon, on verra que sur la propriété privée, la tendance jurisprudentielle, c'est de considérer que le juge judiciaire n'est compétent qu'en cas d'extinction de la propriété privée. Donc, si je résume, vous êtes face à votre cas pratique, tu es en train d'essayer de te dire, est-ce que ce contentieux relève du JIA ou du JJ? Tu te dis, premier réflexe, bloc de compétences. Principe, contentieux de l'annulation et de la réformation des décisions prises par une autorité exécutive agissant dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, cela relève constitutionnellement de la compétence du juge administratif. Tu examines et tu rappelles, toujours dans ta majeure, quelles sont les exceptions qui sont liées à la compétence du juge judiciaire, quelles sont les matières qui sont réservées par nature à l'autorité judiciaire. Et là, tu n'hésites pas à rappeler ces trois matières, si besoin, et si possible, en s'appuyant sur les textes fondamentaux, 311-5 du Code civil, l'article 66 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel de 89 sur la propriété privée. Là, on aura vu la première limite, et bien sûr, ça vous permettra, au stade de la mineure, si besoin, de débattre sur est-ce qu'on est dans le champ de compétence du juge judiciaire. Il y a une deuxième exception qui a été consacrée par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1987, dans son 15e considérant, la décision Conseil de la concurrence. Encore une fois, c'est une décision dont je vous invite à connaître le nom, même si on va le retrouver dans les documents autorisés le jour de l'épreuve du CRFPA. Le législateur peut décider d'unifier un contentieux entre les mains des deux ordres de juridiction si un motif de bonne administration de la justice le justifie. Je voudrais qu'on regarde d'abord l'expression employée par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1987, avant qu'on essaye d'examiner plus en détail la signification et quelques illustrations, et voir comment est-ce qu'on s'en sert concrètement dans un cas pratique. On voit bien que dans la décision du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel te dit à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort, etc., etc. On définit le bloc de compétences. Il se trouve que dans le considérant qui suit, le considérant numéro 16, le Conseil constitutionnel va affirmer qu'il est possible de déroger à cette exigence constitutionnelle de compétence du juge administratif pour ces contentieux-là, s'il existe un motif de bonne administration de la justice qui le justifie. Soyons très concrets. Prenons un premier exemple, la loi du 5 juillet 2011. La loi du 5 juillet 2011 est venue unifier le contentieux de l'admission en soins psychiatriques sans consentement entre les mains du juge judiciaire. Pourquoi ceci? Parce que l'admission en soins psychiatriques sans consentement, ça peut recouvrer plusieurs choses. Par exemple, vous ordonnez à quelqu'un de se présenter plusieurs fois par jour pour prendre des médicaments dans l'hôpital psychiatrique. C'est une décision qui le plus souvent est prise par le préfet, autorité exécutive, qui va agir dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, et souvent la personne va chercher à obtenir l'annulation. Vous voyez qu'a priori, le contentieux de l'annulation d'une décision prise par une autorité exécutive dans l'exercice de prérogatives de puissance publique va relever du JIA. Ok, si maintenant vous ordonnez le placement en hôpital psychiatrique d'une personne,
Vous voyez que cette personne va être enfermée dans l'hôpital psychiatrique, souvent pour plusieurs jours. Vous voyez que cette mesure, prise par une autorité exécutive agissant dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, dont vous cherchez à obtenir l'annulation, va vous priver de votre liberté individuelle. Ce contentieux devrait relever de la compétence du juge judiciaire. Or, on le voit bien, ces deux opérations, souvent, elles sont liées. C'est parce que le traitement médicamenteux ne fonctionne pas que on va finalement opter pour un internement, ou c'est parce que l'internement a produit ses effets que l'on pense désormais qu'il suffit de donner des médicaments. On voit bien ici que pour simplifier le contentieux, on va réfléchir par bloc de compétences et on va dire que tout le contentieux de l'admission en soins psychiatriques sans consentement relève de la compétence du JA. Deuxième exemple, la loi du 31 décembre 1957 sur les dommages causés par les véhicules appartenant à l'administration. Vous voyez qu'ici, on est sur un contentieux indemnitaire. On a souhaité confier tout ce contentieux indemnitaire au juge judiciaire pour des raisons d'égalité des citoyens devant cette justice. Ici, ce n'est pas réellement une dérogation au bloc de compétences, mais cela peut avoir des effets puisque c'est une question, par exemple, de décision. Est-ce que je pouvais choisir de faire ceci, d'utiliser la voiture, etc. Quelques conseils donc, maintenant, pour votre épreuve du CRFPA dans l'appréciation de la compétence de la juridiction administrative et comment exploiter les documents autorisés. Il va de soi qu'il n'est pas pertinent d'apprendre par cœur la liste des lois ayant procédé à une dérogation de compétence pour transférer un contentieux soit au JA, soit au JJ. C'est fatigant, c'est épuisant et c'est surtout sans intérêt. Il se trouve que dans les documents autorisés, soit que vous ayez acheté les documents chez Dalo, soit que vous ayez acheté les documents chez LexisNexis, c'est absolument, à mon sens, un indispensable pour gagner de la mémoire. Il faut s'habituer à lire les considérations qui sont faites. Il y a un petit fascicule joint avec quelques jurisprudences autorisées qui est considéré comme non annotées. Les considérations qui sont faites sur la loi du 24 mai 1872 sur le tribunal des conflits. On retrouve ici un certain nombre d'observations sur les grandes lois qui ont procédé à des transferts de compétences, et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit être maîtrisé. Vous pourrez bien sûr, pour la compréhension générale, exploiter le fascicule d'objectifs par mais je pense que c'est important de se l'approprier. Bon courage à vous.